Je m'appelle Clémence Aubert, j'ai 31 ans, et au moment où j'ai compris ce que j'étais en train de regarder, je n'ai pas crié. Je n'ai pas lâché mon verre de vin. Je n'ai pas dit un seul mot. Je me suis juste tenue debout au milieu du salon d'une femme que je ne connaissais pas encore vraiment, dans ma plus belle robe, en souriant à quelqu'un que j'avais rencontré 40 minutes plus tôt, tandis que tout ce que je croyais savoir sur ma vie se réorganisait silencieusement derrière mes yeux. Le portrait était là, devant moi, au-dessus d'une console en bois sombre, dans un cadre épais, sérieux. Et la fille qu'on y voyait, jeune, 19, 20 ans peut-être, avait mes pommettes, ma couleur d'yeux, ce menton qui se termine en pointe légèrement incertaine, que j'ai passé 31 ans à voir dans chaque miroir devant lequel je me suis placée. J'ai relevé mon verre, j'ai pris une gorgée lente, j'ai continué à sourire, et j'ai pensé, je dois tenir jusqu'à la fin de ce dîner. Avant de te raconter ce qui s'est passé ce soir-là, et ce que j'ai découvert ensuite, j'ai besoin que tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait, parce que cette histoire ne se termine pas là où tu crois qu'elle va se terminer. Mets un like, partage avec quelqu'un qui en a besoin, et laisse un commentaire pour me dire d'où tu regardes et quelle heure il est chez toi. Je veux vraiment le savoir, je lis tout. Maintenant, laisse-moi revenir au début. J'ai grandi à Périgueux, en Dordogne, deuxième enfant sur 3, dans une maison propre, fonctionnelle et presque complètement silencieuse sur le plan affectif. Mon père travaillait sur des chantiers, c'est ce qu'on nous disait. Il pouvait être absent plusieurs semaines d'affilée, et quand il revenait, ma mère repassait ses chemises, remplissait son verre et riait aux mêmes 4 blagues qu'il racontait chaque fois, et la maison prenait alors une chaleur brève, appliquée, comme une décoration qu'on sort pour une occasion. Puis il repartait, et le silence revenait. J'avais 9 ans quand j'ai trouvé, dans la poche intérieure de son manteau accroché dans l'entrée, une lettre pliée en 4, d'une écriture que je ne reconnaissais pas. Je m'en souviens exactement, la façon dont le papier craquait entre mes doigts, l'écriture penchée, les premières lignes. Je n'ai pas lu au-delà. Pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je comprenais assez. J'ai regardé ma mère à travers la porte entr'ouverte de la cuisine, debout à l'évier, qui rinçait de la vaisselle en regardant par la fenêtre. Et j'ai compris quelque chose pour laquelle je n'avais pas encore de mots. Il y a des gens qui choisissent de ne pas voir ce qui est là. J'ai décidé, à 9 ans, que je ne serais jamais cette personne-là. Mon frère aîné est parti faire ses études à Nantes quand j'avais 12 ans, et il est rarement revenu. Ma sœur cadette, Lucie, était plus facile que moi, plus douce, moins susceptible de dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Elle est naturellement devenue la préférée de ma mère. Moi, j'étais celle qui remarquait trop et disait trop directement, ce qui, dans cette maison-là, n'était pas considéré comme une qualité. Alors j'ai appris à le dire doucement, à observer tout et à ne rien partager, à être la personne la plus attentive dans n'importe quelle pièce, tout en ayant l'air d'être juste là par hasard. Et je veux être précise là-dessus, parce que c'est important. Je ne te raconte pas ça pour que tu aies de la peine pour moi. Je te le raconte parce que c'est la seule façon d'expliquer comment j'ai pu rester debout. Dans le salon de Bernard Leclerc, un verre à la main, en regardant le portrait d'une jeune fille qui avait mon visage, sans laisser paraître la moindre chose. Grandir dans cette maison-là m'avait appris à tenir immobile quand tout s'effondrait à l'intérieur. Si tu as déjà appris à sourire à travers quelque chose qui aurait dû te briser, si tu sais ce que c'est que de porter la pièce pendant que la pièce ne remarque même pas que tu es là, alors je crois que tu comprends déjà quelque chose sur ce que je suis. Et je crois que ce qui vient ensuite va t'atteindre. Mets un like, abonne-toi pour ne rien manquer et partage avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que cette histoire est pour les gens qu'on a appris à se taire et qui commencent à se demander ce qui se passerait s'ils ne le faisaient plus. J'ai fait mon master en gestion à l'IAE de Bordeaux, après une classe prépa. J'ai dû passer à mi-temps pendant ma 2e année de licence parce que ma mère avait eu un problème de santé et que quelqu'un devait gérer les rendez-vous, les papiers, les appels à la sécu. J'ai travaillé serveuse 3 soirs par semaine pendant toute ma scolarité. J'ai payé mon appartement, mes livres, mon abonnement TER. Personne ne m'a aidée et je n'ai pas demandé. J'avais 23 ans quand j'ai signé mon premier CDI, chargé de communication dans un cabinet de conseil à Lyon, et je me souviens que je suis restée assise dans ma voiture sur le parking
après ma première semaine de travail en pensant « ça, c'est à moi ». Personne ne me l'a donné. Ça aurait dû être quelque chose que ma famille célèbre. Ce ne l'a pas été. Ma mère a dit « c'est bien ma chérie » et a changé de sujet pour parler du copain de Lucie. Mon père était sur un chantier. La seule personne qui s'est manifestée, c'était Julien. Je l'ai rencontré à un after-work organisé par une boîte partenaire, quand j'avais 26 ans. Il était chaleureux et ouvert d'une façon que les hommes que j'avais connus avant n'étaient jamais. Sans calcul derrière, sans mise en scène, juste franchement content d'être là. Un soir où j'avais eu un rhume carabiné et lui avais dit en passant que j'étais trop fatiguée pour cuisiner, il avait déposé une boîte de soupe devant ma porte sans sonner. Il avait juste envoyé un SMS. Devant la porte. T'as pas besoin d'ouvrir. Remets-toi vite. J'ai encore ce SMS. Je l'ai épousé à 29 ans parce que je croyais, avec tout ce que j'avais, avoir enfin fait le bon choix. Avoir brisé quelque chose. Avoir trouvé quelqu'un qui ne m'obligerait pas à pratiquer l'art de ne pas voir. On a pris un appartement dans le 6e arrondissement de Lyon, au maximum de ce qu'on pouvait se permettre. On parlait des enfants au futur, comme on le fait quand on est heureux, mais aussi un peu prudent avec ses propres désirs. Notre vie n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Elle était à nous. Julien travaillait chez Leclerc & Partners, un cabinet de conseil en restructuration. Il y était depuis 2 ans quand son directeur associé, un homme qui s'appelait Bernard Leclerc, a commencé à revenir souvent dans nos conversations. Bernard par-ci, Bernard par-là. Bernard pense que je suis prêt pour quelque chose de plus grand. Bernard a emmené toute l'équipe dîner et a réglé l'addition. Bernard a un voilier sur le lac du Bourget. Je n'avais jamais rencontré Bernard. Pendant 2 ans, il n'était qu'un prénom. Et puis l'invitation à dîner est arrivée. J'ai changé de tenue 2 fois ce soir-là. D'abord une robe noire, trop habillée. Puis un chemisier et un pantalon, pas assez. J'ai finalement opté pour ma robe portefeuille ivoire parce que c'était le genre de robe qui dit « je fais un effort », mais je ne suis pas dans le besoin. J'ai séché mes cheveux correctement. J'ai mis mon bracelet fin en argent, celui que Julien m'avait offert pour notre premier anniversaire. Dans la voiture, Julien a posé sa main sur la mienne. « Tu es belle », il a dit. « Ça va bien se passer. Bernard va t'adorer. » J'ai dit « Je sais. » Je ne savais rien. La maison des Leclerc était grande et admirablement restaurée. Une belle villa des années 30 à caluire et cuir, avec une terrasse éclairée et de la lumière chaude qui filtrait par toutes les fenêtres. Hélène Leclerc a ouvert la porte avant même qu'on ait sonné. Elle était parfaitement présentée, de la façon de quelqu'un qui a reçu 100 fois et ne s'est jamais vraiment détendu une seule de ces 100 fois. Sourire chaleureux, accueil mesuré, l'efficacité de quelqu'un qui pratique l'hospitalité depuis un lieu de distance très maîtrisé. Bernard est apparu depuis la cuisine avec une bouteille de vin et cette énergie particulière des hommes qui savent comment entrer dans une pièce. Il a serré la main de Julien. Il s'est tourné vers moi. « Vous devez être Clémence », il a dit. « Julien parle tellement de vous. » Quelque chose a traversé son visage quand il a dit ça. J'ai noté, j'ai rangé. Hélène m'a tendu un verre de vin et on s'est dirigé vers le salon. Je prenais la pièce en compte, les œuvres sur les murs, les livres rangés par couleur, les compositions d'objets soigneusement agencés qui racontaient l'histoire d'une vie confortable et organisée. Et puis j'ai tourné la tête vers le mur du fond. Le portrait était immense. Photo professionnelle, cadre épais en bois sombre. Bernard et Hélène au centre, plus jeunes, mais reconnaissables. Un garçon à droite avec la mâchoire de Bernard et le teint d'Hélène. Et à gauche, une jeune femme. Des yeux gris-vert pâles, ma structure de pommette, ce menton, mon menton. J'ai pris une gorgée de vin. J'ai continué à sourire. J'ai pensé, tiens jusqu'à la fin du dîner, Clémence. Juste jusqu'à la fin. 18h58. Le dîner a duré 1h43. Je le sais parce que j'ai regardé ma montre 2 fois. Une fois quand on s'est assis, une fois quand Hélène s'est levée pour débarrasser. Je ne chronométrais pas par ennui. Je chronométrais parce que c'était le seul chiffre que je pouvais contrôler dans ce moment-là. Et quelque chose dans mon système nerveux avait besoin d'une chose à laquelle se raccrocher. On était assis à une table rectangulaire en chêne, dans une salle à manger avec un éclairage doux
et une grande fenêtre qui donnait sur un jardin aménagé par un professionnel, et maintenant plongé dans le noir. Bernard en bout de table, Hélène en face de moi, Julien à ma gauche. Moi, directement en face de Bernard. Pendant 1h43, j'ai regardé l'homme qui était peut-être mon père biologique, et j'ai mangé, et j'ai répondu aux questions, et j'ai ri 2 fois à des choses que Julien a dites, et j'ai maintenu ma consommation de vin à exactement 1 verre et demi. Je cataloguais. C'est ce que je fais quand je ne peux pas ressentir les choses en sécurité. Je les observe à la place. J'ai noté la façon dont les mains de Bernard bougeaient quand il parlait de travail. Large, assuré, les gestes de quelqu'un habitué à ce que ses mots remplissent une pièce sans rencontrer de résistance. J'ai noté la façon dont Hélène touchait son verre d'eau toutes les quelques minutes sans y boire. J'ai noté que le garçon du portrait, Thomas, le fils de Bernard d'une relation précédente, mentionné brièvement puis plus du tout, n'était pas là ce soir et que personne ne l'avait expliqué. Et j'ai noté que Bernard m'avait regardé 3 fois pendant le repas, d'une façon qui n'était pas la façon dont un homme regarde la femme de l'un de ses collaborateurs. C'était la façon dont quelqu'un regarde quelque chose qu'il attendait de voir depuis longtemps. Je veux que tu t'arrêtes là une seconde avec moi. Pas sur le portrait. Pas même sur ce que je commençais à comprendre sur l'identité de cette jeune fille. Mais sur le fait que Bernard Leclerc m'avait regardé de cette façon-là pendant 1h43, et que je n'avais nulle part où mettre cette information pour l'instant. Est-ce que tu as déjà été dans une pièce où tu comprenais, dans ton corps avant même que ton cerveau rattrape, que les dynamiques n'étaient pas ce qu'on t'avait dit qu'elles étaient? Où tu souriais et tu passais le pain, et tu disais « oui, merci pour l'eau », pendant qu'une autre partie de toi était en feu, silencieusement, complètement. Dis-le-moi dans les commentaires. Je veux savoir si tu y as été toi aussi. Parce que je crois qu'on est plus nombreux à l'avoir vécu qu'on ne l'admet jamais à voix haute. Quand les assiettes ont été débarrassées, Julien et Bernard ont pris la 2e bouteille de vin et sont sortis sur la terrasse. J'ai entendu la baie vitrée s'ouvrir, puis le registre grave de leur voix s'éloigner dans le jardin. Et Hélène et moi nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine. Elle s'est mise à ranger avec cette efficacité redoutable, empilée, rincée, organisée, et je suis restée debout à l'îlot central, et j'ai pris une décision. « Elle est belle ?» j'ai dit. La jeune femme sur le portrait. Hélène n'a pas demandé de qui je parlais. Elle a posé les assiettes dans l'évier. Elle a gardé le dos tourné pendant ce qui m'a semblé 1 minute entière, mais qui était probablement 10 secondes. Puis elle s'est retournée. Son visage n'était pas coupable. Il n'était pas défensif non plus. C'était le visage de quelqu'un qui attendait depuis très longtemps qu'une porte s'ouvre enfin. « Elle ressemble à sa mère », a dit Hélène. Le réfrigérateur bourdonnait. Dehors sur la terrasse, Julien a ri de quelque chose que Bernard venait de dire. « Est-ce que Bernard savait que je serais là ce soir ?» j'ai demandé. Le silence qui a suivi était une réponse en lui-même. « C'est lui qui a demandé à Julien de t'amener », a dit Hélène. « Il voulait voir si tu savais. » Le sol n'a pas bougé. Je sais qu'il n'a pas bougé. Mais quelque chose s'est déplacé sous moi quand même. « C'est vous qui avez accroché le portrait ?» Le plus petit des hochements de tête. « Depuis combien de temps vous savez ?» j'ai demandé. « Pour moi. »« Environ 1 an, » a dit Hélène. « Pour elle, bien plus longtemps. » J'ai hoché la tête. J'ai reposé mon verre sur le plan de travail très doucement, à 2 mains, comme on pose quelque chose quand on a peur de ce que les mains pourraient faire si elles ne sont pas occupées. Et j'ai dit « Merci de me l'avoir dit, parce que je le pensais vraiment. » Même là, même dans cette cuisine, je comprenais qu'Hélène Leclerc avait fait quelque chose qui lui avait coûté quelque chose. Ce portrait ne s'était pas accroché tout seul. Je suis allée jusqu'à la baie vitrée et je l'ai ouverte, et j'ai mis un pied sur la terrasse, où mon mari riait avec mon père biologique, et j'ai dit, de la voix la plus stable que j'ai jamais produite de toute ma vie, « Julien, je voudrais qu'on rentre. Je ne me sens pas très bien. » Julien a été debout immédiatement. C'est lui, c'est qui il est. Il a dit bonsoir à Bernard, a remercié Hélène à la porte, et avait déjà sa main dans le bas de mon dos, avant même qu'on atteigne le portail. Bernard a dit « Remettez-vous vite, Clémence. C'était un vrai plaisir de vous rencontrer enfin. » J'ai dit « Moi aussi. » C'est la dernière chose que je lui ai dite directement.
Dans la voiture, Julien conduisait et je regardais par la vitre passager Caluire défiler. Les grandes maisons éclairées de l'intérieur, les platanes avec leurs racines qui soulevaient les trottoirs, le bleu-noir particulier d'une nuit de printemps lyonnaise. Il a posé sa main sur la mienne après quelques minutes. « Tu t'es un peu éteinte là-dedans, » il a dit. « Tu vas bien ?»« Ça va, » j'ai dit. « J'ai besoin d'eau et d'air. » Il a accepté ça. Il accepte toujours ça. C'est une des choses que j'aime chez lui et une des choses qui m'a silencieusement terrifiée depuis le début de notre mariage. À la maison, Julien s'est endormi vers 22h30. Je suis restée allongée à côté de lui dans le noir pendant 20 minutes à écouter sa respiration. Puis je me suis levée, je suis allée à la cuisine, je me suis assise à la table et j'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Sa voix était à moitié endormie, un peu alarmée. Je n'appelle pas tard. « Clémence, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai posé une seule question. Il y a eu un silence si long que j'ai cru que la communication avait coupé. Et puis ma mère a commencé à pleurer. Pas doucement. Le genre de pleurs qui ressemble à quelque chose qui se déchire. La réponse était oui. La jeune femme sur le portrait, Anaïs, j'apprendrai son prénom plus tard, était ma demi-sœur. Mon père biologique était Bernard Leclerc. Il avait eu une courte relation avec ma mère alors qu'il travaillait ponctuellement à Bordeaux avant de construire son cabinet et sa réputation à Lyon. Ma mère avait 26 ans, elle était seule et elle prenait des décisions qu'elle a passé 30 ans à ne pas regarder en face. Bernard avait su pour moi avant même que je naisse. Il avait fait un arrangement financier, propre, discret, le genre de règlement que les hommes puissants organisent pour que le reste de leur vie puisse continuer sans friction. Ma mère avait accepté. Elle n'avait jamais dit la vérité à l'homme que j'appelais mon père, et lui n'avait jamais posé les questions dont il ne voulait pas les réponses. Et Bernard Leclerc avait passé les 3 dernières années à observer ma vie à travers le prisme de la carrière de mon mari. À offrir à Julien des opportunités, à me maintenir suffisamment proche pour pouvoir me surveiller, à déterminer, depuis une distance confortable, si je savais, si j'étais un risque, si j'étais, et c'est la partie qui m'a pris le plus de temps à digérer, quelqu'un qu'il voulait peut-être connaître. Je suis restée à cette table de cuisine jusqu'à 1h17 du matin. Je n'ai pas pleuré. Je ne te dis pas ça pour paraître forte. Je te le dis parce que ce que je ressentais n'était pas du chagrin, pas encore. C'était quelque chose de plus silencieux et de plus désorientant que le chagrin. C'était ce vertige précis qui vient quand on comprend que la vie qu'on croyait avoir construite sur du solide est en réalité posée sur une histoire que quelqu'un d'autre a décidé qu'on n'avait pas besoin de connaître. J'ai pensé à ma mère à 26 ans. J'ai pensé à Bernard au même âge, faisant le calcul que l'argent était une solution plus nette que la présence. J'ai pensé à Hélène, vivant pendant des années avec le portrait d'une fille qui était la preuve de tout ce que son mariage lui avait coûté, et choisissant, à un moment donné, de l'accrocher dans le salon. J'ai pensé à Julien qui dormait dans notre chambre, sa main probablement tendue vers mon côté du lit et ne trouvant rien. Et puis j'ai ouvert mon ordinateur. Je suis chargée de communication. Toute ma vie professionnelle est construite sur la compréhension de comment l'information circule, à quoi les gens réagissent et comment utiliser ce qu'on sait au bon moment. J'ai commencé à lire droit du travail, responsabilité des dirigeants, ce que ça signifie, juridiquement, quand l'histoire personnelle d'un directeur associé s'entremêle avec l'évolution de carrière d'un membre de sa famille, même inconnu. J'ai lu pendant 4 heures. À 5 heures du matin, je comprenais quelque chose clairement. Bernard Leclerc avait passé 3 ans à croire que sa proximité avec ma vie lui donnait le contrôle du récit. Il avait fabriqué une situation où l'avenir professionnel de mon mari passait par ses mains comme un fil qu'il tenait. Il avait sous-estimé une chose. Il ne savait pas ce que je fais quand je décide enfin de cesser de choisir de ne pas voir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Je suis retournée me coucher vers 5h30 et je suis restée allongée les yeux fermés pendant que la chambre s'éclaircissait progressivement et que le réveil de Julien sonnait à 6h45 et qu'il m'embrassait sur le front avant de partir en disant « Remets-toi bien, d'accord ?» Et je lui ai dit que oui. La porte d'entrée s'est fermée. Je me suis levée, j'ai fait du café
et je me suis rassise à la table de la cuisine avec mon ordinateur et un carnet, et j'ai commencé à écrire. Pas des émotions, des faits, des dates, des noms. La chronologie de la carrière de Julien chez Leclerc & Partners. La promotion dont on parlait depuis 18 mois et qui ne se matérialisait jamais. L'invitation à dîner qui était arrivée spécifiquement après que Julien avait mentionné, lors d'un déjeuner d'équipe, qu'on commençait à réfléchir à fonder une famille. Je l'avais su de façon indirecte, et j'avais rangé ce détail sans savoir encore pourquoi il comptait. Il comptait parce que Bernard observait la forme de ma vie et ajustait sa position en conséquence. J'ai appelé mon bureau pour dire que j'étais malade. Première fois en 2 ans. J'ai dit que j'avais un problème gastrique, ce qui était suffisamment proche de la vérité pour ne pas me peser. Ensuite, j'ai appelé la seule personne à qui je faisais entièrement confiance pour être honnête avec moi sans en faire une affaire personnelle. Elle s'appelle Sarah. On s'est connus à l'IAE de Bordeaux. Elle est aujourd'hui juriste en droit social dans un cabinet de conseil RH à Lyon. Elle a vu ce que les gens font de pire dans les situations les plus banales. Et elle est constitutionnellement incapable d'arrondir les angles. C'est une des meilleures amies que j'ai jamais eues, et je ne le lui dis pas assez souvent. Je lui ai tout raconté. Du début à la fin. Le portrait, la cuisine d'Hélène, l'appel à ma mère, les 4 heures de lecture juridique. Quand j'ai fini, il y a eu un bref silence, et Sarah a dit « Ok, envoie-moi tout ce que tu as et ne fais rien avant que je te rappelle. » C'est tout. C'est exactement pour ça que je l'avais appelée. Pas de théâtre, pas de performance de stupéfaction, juste « Envoie-moi ce que tu as et attends. » J'ai passé les 3 jours suivants à faire exactement ça. Attendre et constituer un dossier. Je suis très bonne pour constituer des dossiers. Au travail, je suis la personne qui documente tout. Chaque conversation, chaque décision, chaque chaîne de mails qui pourrait avoir de l'importance 6 mois plus tard. Mes collègues me taquinent là-dessus. Ils appellent ça mon obsession de la traçabilité. Ça ne m'a jamais fait défaut une seule fois. J'ai documenté la chronologie de l'évolution professionnelle de Julien sous Bernard. J'ai documenté l'invitation à dîner et les mots exacts que Julien avait utilisés en me la relayant. Bernard veut vraiment te connaître, il avait dit. J'ai documenté ce qu'Hélène m'avait dit dans la cuisine, mot pour mot, pendant que je pouvais encore entendre le timbre exact de sa voix. J'ai documenté la confirmation de ma mère. J'ai noté les dates. Sarah m'a rappelé le mercredi soir. Elle avait parlé à l'un des associés de son cabinet, de façon informelle, présentée comme une situation hypothétique. La situation telle que tu me l'as décrit, elle a dit, implique un directeur qui utilise sa position pour maintenir une proximité avec un membre de sa famille, non reconnu, via la gestion délibérée de la trajectoire professionnelle du conjoint de ce membre. Ce n'est pas rien, Clémence. Selon comment c'est formulé, ça peut intéresser un conseil d'administration. J'ai noté ça. Tu ne vas pas aller au prud'homme ? A dit Sarah. Tu vas utiliser ça comme levier. C'est différent. Je sais, j'ai dit. Et il faut que tu le dises à Julien. Je sais ça aussi. Je n'étais juste pas encore prête. J'avais besoin qu'une dernière chose se mette en place d'abord. Julien sentait que quelque chose n'allait pas cette semaine-là. Il continuait à poser la question doucement, comme il fait, sans insister, juste en laissant la porte ouverte. Je lui ai dit que je traitais quelque chose et que je lui dirais quand je serais prête, et il a dit d'accord et a préparé le dîner 2 soirs de suite sans qu'on en parle. C'est ça, la vérité compliquée d'aimer quelqu'un. Il peut tenir la porte ouverte pour toi et ne pas savoir dans quelle pièce tu as été enfermé. La veille du jour où j'ai fait ce que j'avais décidé de faire, on s'est assis sur notre balcon après le dîner. Petit balcon, 2 chaises, le genre de soirée où Lyon se souvient qu'il peut être beau au printemps, doux sans être lourd, l'odeur de glycine qui venait du balcon des voisins du dessous. Julien avait les pieds sur la rambarde, et moi j'avais mon café, et on ne parlait pas beaucoup. À un moment, il a dit « Quoi qu'il se passe, je suis dans ton camp. Je voulais juste que tu le saches. » Je l'ai regardé, son visage ouvert et honnête. L'homme qui avait laissé une boîte de soupe devant ma porte et envoyé un SMS pour que je ne me sente pas obligée d'ouvrir. J'ai dit « Je sais, je t'aime. » Il a dit « Je t'aime aussi. » Aucun de nous n'a rien ajouté. Mais quelque chose en moi s'est stabilisé, doucement, comme du sédiment après une perturbation.
Je savais ce que j'allais faire le lendemain matin. Et je savais que quand ce serait terminé, je m'assoirais dans cette même chaise et je dirais à mon mari toute la vérité, et que ce qui se passerait ensuite m'apprendrait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la vie qu'on avait réellement construite ensemble. Le lendemain matin, je suis arrivée dans le hall de Leclerc & Partners à 9h moins le quart. Je n'avais pas appelé, je n'avais pas envoyé de mail. Je m'étais habillée avec soin, pantalon noir, veste structurée anthracite, cheveux attachés. La tenue que je mets quand j'ai besoin d'être la personne la plus organisée de la pièce. J'ai demandé à l'hôtesse d'accueil de prévenir Bernard Leclerc que Clémence Aubert était là et souhaiterait lui accorder 5 minutes. Je me suis assise dans le hall et j'ai regardé mes mains dans mon giron. L'ongle du pouce gauche rongé sur le côté. 3 semaines d'anxiété, là, visible. J'avais un dossier avec moi. À l'intérieur, une chronologie imprimée, 2 pages, claires, précises, datées. Et derrière, une capture d'écran imprimée d'un échange de messages entre ma mère et un numéro que j'avais retrouvé dans un vieux document qu'elle gardait encore dans une boîte dans son placard. Un numéro enregistré au nom d'une société qui n'existait plus, mais dont l'historique d'immatriculation au registre du commerce était toujours consultable. Je l'avais trouvé à 2h du matin un mardi. Le genre de choses qu'on trouve quand on cesse d'avoir peur de ce qu'on cherche. L'hôtesse est revenue et m'a dit que M. Leclerc pouvait me recevoir quelques minutes. Elle m'a accompagnée à un bureau d'angle au 4e étage. Bernard était debout quand je suis entrée, pas assis derrière son bureau, debout. Ce qui m'a dit qu'Hélène lui avait rapporté que je posais des questions. Il s'attendait à quelque chose. Juste pas si tôt, et pas comme ça. Il a souri, le sourire calibré. « Clémence, c'est une surprise. Je vous offre quelque chose, un café ?» « Non merci, j'ai dit. Je n'ai besoin que d'1 minute. » Je me suis assise en face de son bureau sans y avoir été invitée, ce que j'ai vu enregistré sur son visage. J'ai ouvert le dossier. J'ai posé la chronologie sur le bureau face à lui et je l'ai laissé lire les premières lignes. Son expression ne s'est pas effondrée, il était trop entraîné pour ça. Mais quelque chose derrière ses yeux est devenu très immobile. « Je ne suis pas là pour rendre quoi que ce soit difficile, » j'ai dit. Et je le pensais. C'est ce que je veux que tu comprennes. Je n'étais pas dans ce bureau pour le détruire. J'y étais parce que j'avais besoin qu'il comprenne la géométrie exacte de la situation. La promotion de Julien, j'ai dit. Celle qui est en attente depuis 18 mois. J'ai besoin qu'elle se concrétise dans les 30 prochains jours, sur la base de son dossier de performance uniquement, qui est excellent comme je pense que vous le savez. J'ai besoin qu'elle soit réelle, permanente, et qu'elle n'ait rien à voir avec moi, avec ce que je sais, ou avec ce que je pourrais décider de faire de ce que je sais. Bernard a regardé la chronologie. Il a regardé la capture d'écran. Il m'a regardé. Et c'est ce moment précis, assise dans ce bureau, à regarder un homme qui avait passé 3 ans à ingénieur discrètement ma proximité, comprendre enfin que j'avais fait ma propre ingénierie pendant tout ce temps. C'est ce moment que je veux que tu ressentes avec moi. Parce que c'est ce que ça donne, quand une femme qu'on a entraînée toute sa vie à voir les choses sans rien dire, décide enfin de dire quelque chose. Si quelque chose dans ça t'a atteint, si tu sais ce que ça coûte d'utiliser enfin ta propre voix après des années de silence choisi, appuie sur ce bouton like. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Cette histoire approche de la partie où tout change, et je ne veux pas que tu la rates. Bernard a gardé le silence un long moment. Puis il a dit « Vous lui ressemblez beaucoup, vous savez ?» Je n'ai pas demandé de qui il parlait. J'ai dit « Je vais me montrer la sortie. » Et je me suis levée, j'ai repris mon dossier et je suis partie. Dans l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée et j'ai regardé mon reflet dans les portes métalliques, légèrement déformées, légèrement dorées, et j'ai pensé à Hélène Leclerc, qui avait accroché un portrait dans son salon et attendu de voir qui finirait par y réagir. J'ai pensé, elle savait que ce serait moi. Je suis restée assise dans ma voiture au parking pendant 11 minutes avant de pouvoir me décider à démarrer. Pas parce que je m'effondrais, parce que pour la première fois depuis très longtemps, je ne jouais la composition pour personne. J'étais juste là, avec ce que ça faisait vraiment d'avoir fait la chose. Ça ressemblait à de la fatigue, profonde, nette, honnête. Et sous la fatigue,
quelque chose que je n'avais pas encore de mots pour nommer, quelque chose qui commençait, très doucement, à ressembler à du sol ferme. Julien a eu sa promotion 22 jours plus tard. Le mail est arrivé un mardi après-midi. Il m'a appelé depuis le parking du cabinet, et j'entendais dans sa voix cette qualité particulière de joie qui appartient aux gens qui ont travaillé dur, qui ont attendu, et qui ont genuinement cru que ça n'arriverait peut-être pas. Il a dit « Clémence, je l'ai. Je l'ai vraiment eu. » Et sa voix s'est légèrement brisée sur le dernier mot, comme les voix le font quand le soulagement et le bonheur arrivent en même temps. J'ai dit « Tu l'as mérité. Tu l'as toujours mérité. » Je le pensais. Quelles que soient les motivations de Bernard, et j'avais passé suffisamment de temps à les examiner pour comprendre qu'elles étaient stratifiées, compliquées, et pas entièrement dépourvues de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité, le dossier professionnel de Julien était réel. Son talent était réel. La promotion était réelle. J'avais besoin de croire ça, et je le croyais. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner. Rien d'élaboré. Des pâtes, une salade, la bonne huile d'olive. On a mangé à notre petite table de cuisine, et Julien a parlé de ce que le nouveau poste allait changer, et je l'ai écouté en regardant son visage et en pensant à comment commencer. Après le dîner, j'ai rempli 2 verres de vin et j'ai dit « J'ai besoin de te raconter quelque chose. Ça va prendre du temps, et j'ai besoin que tu me laisses aller jusqu'au bout avant de répondre. » Il a posé son verre. Il m'a regardé avec ses yeux marron clair et ouverts, et il a dit « D'accord. » Alors je lui ai tout dit, depuis le début. Le portrait jusqu'à la cuisine d'Hélène, l'appel à ma mère, les 4 heures de recherche juridique, les conseils de Sarah, le dossier que j'avais constitué, les 11 minutes dans le parking avant que je puisse démarrer. Je lui ai dit que son patron était mon père biologique. Je lui ai dit qu'Anaïs existait. Je lui ai dit que sa carrière avait été utilisée, à son insu, comme mécanisme permettant à Bernard de maintenir une proximité avec un secret qu'il gérait depuis 31 ans. Julien n'a rien dit pendant un long moment. Quand il a finalement parlé, la première chose qu'il a dite n'était pas sur Bernard. Ce n'était pas sur la promotion, ni sur son travail, ni sur ce que tout ça signifiait pour lui professionnellement. Il m'a regardé et il a dit « Pendant combien de temps tu as porté ça toute seule ?» Je lui ai dit « Mi-jour. » Il a fermé les yeux un instant. Puis il a dit « Je suis désolé. Je suis tellement désolée de ne pas avoir... Je savais que quelque chose n'allait pas, et je n'ai pas insisté assez. » Tu m'as laissé la porte ouverte, j'ai dit. Je n'étais pas encore prête à la franchir. On a parlé pendant 3 heures ce soir-là. Pas toujours facilement. Il y a eu des moments où le visage de Julien traversait des choses que je n'avais pas de mots pour décrire. Ce deuil particulier d'un homme qui réalise que la personne qu'il admirait le plus professionnellement s'était servie de lui, même indirectement, même ambiguement, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec son mérite. C'est une trahison à part entière, séparée de la mienne, et je ne l'ai pas minimisée. Mais on a parlé. On a continué à parler. Et c'est ça, je comprendrai plus tard, qui comptait le plus. Sarah m'a appelé environ 6 semaines après ma visite au bureau de Bernard. Elle avait entendu quelque chose via un contact dans un autre cabinet. Bernard prenait du recul par rapport à son rôle opérationnel chez Leclerc & Partners. Officiellement, c'était présenté comme une transition vers un rôle plus consultatif. Il avait 59 ans. C'était plausible. Mais le calendrier était précis, et Sarah ne pensait pas que c'était une coïncidence. Je n'ai pas célébré. Je veux être honnête là-dessus. Quand elle me l'a dit, j'étais debout dans la cuisine en train de vider le lave-vaisselle. Et j'ai continué à vider le lave-vaisselle et j'ai dit « D'accord ». Et j'ai posé le téléphone sur le plan de travail et je suis restée là 1 minute à regarder par la fenêtre le balcon des voisins d'en face. Il n'existe pas de version de cette nouvelle qui ressemble à une victoire. Quand la vie de quelqu'un bascule à cause de quelque chose que tu as mis en mouvement, même quand c'était justifié, même quand tu étais celle qui avait été lésée, ce n'est pas un sentiment propre. C'est juste vrai. J'en ai entendu parler par fragments ensuite, comme on entend parler des choses dans une ville de la taille de Lyon, où tout le monde finit par connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Hélène avait commencé à fréquenter une autre paroisse. La maison de Caluire était en vente discrètement, pas sur les grandes plateformes, le genre de mise en vente qui signale une transaction qu'on veut faire sans public.
Thomas, le fils de Bernard, savait apparemment une partie de l'histoire et pas le reste, ce qui est peut-être la pire position dans laquelle on puisse se trouver. Et Anaïs, il faut que je te parle d'Anaïs. 6 mois après ce dîner, je lui ai envoyé un message sur Instagram. J'avais trouvé son compte via une vieille publication d'Hélène, où elle était identifiée, un rassemblement de famille 3 ans plus tôt, et j'avais regardé son profil environ 40 fois avant de finalement écrire quelque chose. J'ai écrit « Je m'appelle Clémence. Je crois qu'on est peut-être liés. Je ne veux rien de toi sauf te dire que si tu t'es déjà demandé qui j'étais, j'ai toujours été là. » Elle a répondu en 4 minutes. Elle a écrit « Je suis au courant de ton existence depuis 2 ans. J'attendais que ce soit toi qui fasses le premier pas. On s'est retrouvés pour un café un samedi matin dans une brasserie du cours Gambetta, à mi-chemin entre nos 2 arrondissements. Je suis arrivée la première, et je me suis installée à une table d'angle et j'ai regardé la porte. Et quand elle est entrée, 22 ans, cheveux châtain auburn du côté de sa mère, ses yeux gris vert pâle venus de là où on vient toutes les deux, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu de ressentir. Pas de la tristesse, pas de la colère, pas même le vertige étrange de la reconnaissance. Quelque chose de plus proche du soulagement. Le soulagement précis d'une question que ton corps pose depuis longtemps et qui reçoit enfin une réponse. On a parlé pendant 3 heures. Elle était directe, drôle, légèrement sur ses gardes d'une façon qui me semblait familière. Elle était en 3e année d'école d'infirmière. Elle avait grandi en sachant qu'elle avait une demi-sœur quelque part qui ne savait pas qu'elle existait, et elle avait passé des années à ne pas savoir si elle devait se sentir coupable de ça, en colère, ou juste triste. Elle avait ressenti les 3, elle a dit, à des moments différents. Je lui ai raconté la découverte du portrait, le verre de vin, maintenir mon sourire pendant 1h43 minutes. Elle a ri, pas méchamment. C'est vraiment beaucoup, elle a dit. Oui, j'ai dit. Qu'est-ce que ça t'a fait? Elle a demandé. Quand tu l'as vu? J'ai réfléchi un moment. Comme trouver un mot, j'ai dit. Pour quelque chose que je ressentais depuis toujours sans pouvoir le nommer. Elle m'a regardé une seconde. Puis elle a hoché la tête lentement, comme si elle comprenait exactement ce que je voulais dire. Je ne sais pas encore ce qu'Anaïs et moi allons devenir. C'est la réponse honnête. On a pris un café 4 fois. On s'envoie des messages parfois, pas en profondeur, pas encore, mais vraiment. Elle m'a envoyé une photo une fois d'un moineau qui s'était posé sur le bord de sa fenêtre, et je lui ai renvoyé un message vocal en riant, et elle a répondu avec un emoji qui riait, et ça m'a semblé être quelque chose. Le début de quelque chose qui n'a pas encore de nom, et n'en a pas besoin. Quelques semaines après notre premier café, je me suis assise et j'ai écrit une lettre à Bernard. Une page, à la main, ce qui me semblait important. Pas un mail, pas un message, quelque chose avec du poids physique. Je ne l'ai pas écrite pour le blesser. Je ne l'ai pas écrite pour lui pardonner. Je l'ai écrite parce que j'avais passé 31 ans à être une femme qui voit les choses et ne dit rien, et j'avais décidé d'en finir avec cette pratique-là. J'ai écrit « Vous avez passé 3 ans à observer ma vie de loin en décidant ce que j'avais besoin de savoir. Je veux que vous compreniez que ce dont j'avais besoin n'a jamais été l'opportunité professionnelle ni la proximité gérée. Ce dont j'avais besoin, c'était que quelqu'un me dise la vérité. Je vous écris non pas parce que j'attends quoi que ce soit de vous, mais parce que je ne suis plus dans le métier de protéger les gens des conséquences de leurs propres choix. J'ai une sœur. Elle s'appelle Anaïs et elle est remarquable. Je voulais que vous le sachiez. Clémence. Je l'ai lu à Julien avant de l'envoyer. Il a été silencieux un moment. Puis il a dit « C'est exactement juste. » C'est tout. 4 mots. Mais c'était les 4 mots dont j'avais besoin. Je ne sais pas si Bernard l'a lu. Je ne sais pas si elle a atterri quelque part ou signifié quelque chose ou changé quoi que ce soit pour lui. Je l'ai envoyé et je l'ai laissé partir, comme il faut laisser partir les choses qu'on a mises dans le monde avec intention et qu'on ne peut plus contrôler une fois qu'elles ont quitté nos mains. Ma mère et moi parlons davantage. Pas facilement. 30 ans de silence choisi ne se dissolvent pas en quelques appels téléphoniques. Mais honnêtement, d'une façon qu'on n'avait jamais tout à fait trouvée avant. Elle essaie. Je la laisse essayer. C'est tout ce que j'ai pour l'instant et je crois que c'est suffisant.
Lucie a appelé. On a parlé pendant 1 heure et elle a pleuré et dit qu'elle ne savait pas, et je la crois, parce que Lucie n'a jamais été capable de garder un secret plus de 48 heures et qu'elle m'a une fois spoilé ma propre fête d'anniversaire surprise, 3 semaines avant qu'elle ait lieu. Certaines personnes sont revenues une fois que l'histoire a commencé à se déposer. Pas beaucoup. D'autres ne sont pas revenus. Je ne cours après personne. J'ai pris cette décision il y a longtemps et je n'en ai jamais eu de regret. Julien et moi sommes toujours dans notre appartement du 6e, au maximum de ce qu'on peut se permettre. On parle toujours des enfants au futur, mais le futur a l'air plus proche maintenant. Plus chaud. Plus comme un vrai projet et moins comme une façon de se protéger de vouloir trop. La semaine dernière, je me suis assise sur notre balcon avec mon café avant d'aller travailler. La glycine des voisins revenait. La lumière faisait ce qu'elle fait à Lyon au printemps, dorée et légèrement voilée, comme si l'air lui-même réfléchissait à quelque chose. J'avais mon carnet sur les genoux par habitude, mais je n'écrivais rien. J'étais juste là, dans le silence, dans mon appartement, dans ma vie. J'ai pensé à la petite fille de 9 ans dans le couloir de l'entrée, tenant une lettre qui lui disait quelque chose qu'elle n'était pas prête à comprendre entièrement. J'ai pensé à comment elle l'avait remise en place. Comment elle était allée s'asseoir devant la télévision où sa mère regardait une émission, et comment elle avait décidé, silencieusement, qu'elle ne serait jamais la femme qui choisit de ne pas voir. Elle avait raison de décider ça. Elle ne pouvait juste pas savoir encore ce que ça allait coûter, ni ce que ça allait finir par rendre. Mon nom est Clémence Aubert. J'ai 31 ans. Et je comprends enfin que voir clairement n'est pas un fardeau qu'on m'a donné. C'est ce dont je suis faite. Et j'en ai fini avec les excuses. Avant de partir, je veux te poser une question. Est-ce que quelqu'un t'a déjà caché une vérité? Pas par cruauté, mais parce qu'il avait décidé à ta place que tu n'en avais pas besoin? Et quand tu l'as finalement trouvée, est-ce qu'elle a changé non seulement ce que tu savais, mais qui tu te comprenais être? Dis-le-moi dans les commentaires, je lis tout, vraiment. Et si cette histoire t'a accompagné comme elle m'accompagne encore, si quelque chose dedans t'a semblé t'appartenir avant même que tu l'aies entendu, like cette vidéo, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la chose qu'il a toujours remarquée, la chose qu'il n'a jamais tout à fait réussi à nommer, n'est pas un défaut. C'est ce qu'il y a de plus important en lui. Merci d'être là, prends soin de toi, à très vite.